Aujourd'hui, on ne peut pas être surpris par toute l'architecture frauduleuse qui a été montée par les MINAT quand on connaît le passé sulfureux qui est le sien. C'est une honte pour notre pays. Aujourd'hui, le Cameroun est la risée du monde. Est-ce que vous vous rendez compte que il n'est pas impossible qu'un document soit signé par une autorité administrative camerounaise, vous allez à l'étranger, on conteste on conteste le bien fondé du document, la sincérité du document, uniquement parce que vous voulez rester, vous voulez vous maintenir au pouvoir. C'est inacceptable, monsieur Mott. Quand vous faites des démonstrations, il faut savoir de quoi vous parlez. Quand on dit qu'on ne s'embrasse pas, on ne sait pas embrasser sur la bouche. Vous voulez que les gens, qu'est-ce que vous dites quand on s'embrasse sur la bouche, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait d'après vous? Je vous répondrai. Vous nous répondrez le moment venu. Ouais. Et je vais vous dire une chose. Vous semblez dire que c'est la responsabilité des formations politiques de s'assurer de la sincérité du scrutin. Mais je vais vous dire que dans un système normal, les partis politiques n'ont même pas besoin d'aller dans les bureaux de vote. Il est quand même joue le rôle qui est le sien. Parce qu'il est quand même censé être neutre. Il est comme... Monsieur Mott, je vous en prie. C'est vous qui faites pour une fois. Oui, monsieur. Naïveté absolue. D'accord, nous faisons preuve de naïveté absolue. Je vous en sais gré. Mais ce que je devais vous faire savoir, c'est que le seul fait que vous vouliez imposer absolument qu'on soit partout, à tout moment, et que vous scandiez cela comme étant une victoire de votre part, est la preuve s'il fallait encore le démontrer, de ce que le système électoral camerounais n'est pas fiable et que l'organe qui est censé être neutre ne joue pas le rôle qui est le sien. Il n'a pas de crédibilité. C'est ce qu'il faut noter. Mais je vais vous dire une chose, c'est que vous n'avez même pas gagné une bataille par les actes que vous avez posés. Ce ne sont que les échauffements qui ont commencé. Parce que ce que vous ignorez, c'est qu'aujourd'hui, vous avez facilité par la décision que vous avez rendue, parce que un de mes confrères en 2018, quand on était à la présidentielle au conseil disait que ELECAM, le RDPC et le MINAT ressemblent aux enfants d'une même mère. Et j'ai le sentiment que le conseil constitutionnel semble s'être ajouté à cette fratrie-là. Et je vais vous dire une chose, c'est que vous avez facilité dans les choses, parce que demain, il sera très facile pour les militants du Manidem et tous ceux qui soutiennent la candidature du professeur Maurice Kamto, de tout l'ensemble que forme ce qu'on appelle l'Alliance politique pour le changement, de soutenir aujourd'hui une autre candidature. Ce sera très facile. Et le boycott dont vous rêvez, parce que je sais que tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils rêvaient du boycott. Ils se disent que comme on a rejeté le président Maurice Kamto, militant aujourd'hui du Manidem, va venir ordonner qu'il y ait un boycott, et voilà, on va jouer le jeu du pouvoir, et ça va vous faire plaisir. Mais je vous dis que vous allez perdre le sourire, parce que vous avez dit vous avez envoyé des émissaires derrière raconter les Belobouba et autres, mais nous voyons tout ça, et nous vous précisons que les conséquences seront désastreuses pour vous. Dites bien que le 12 octobre, c'est le dernier jour, c'est le dernier jour du gouvernement du RDPC au Cameroun. Et rassurez-vous, pendant que vous sentez de faire les réflexions maléfiques au sein du RDPC, la société civile, les citoyens camerounais, les militants du changement sont également en train de réfléchir. Et les citoyens qui avaient commencé à vouloir déchirer les cartes là, ils ont compris que c'est une erreur stratégique. Ce serait jouer le jeu, parce que déchirer les cartes, boycotter à l'heure actuelle, sans que ce ne soit une décision qui est prise en toute légitimité, en toute volonté, serait jouer le jeu qui est le vôtre. Maintenant, nous prenons le contre-pied. Nous allons soutenir les candidats, une candidature qui va vous faire mal, et rassurez-vous, le moment venu, cette élection sera le catalyseur de la revendication sociale. Il faut que vous le sachiez. Autrefois, lorsqu'on approchait les élections, vous savez que vous faisiez même les routes électorales, vous faisiez même semblant de donner le minimum aux populations. Aujourd'hui, vous êtes complètement dépassé. Et ça, le peuple camerounais le note. Je peux vous le dire, monsieur Mott, apprêtez-vous, vous allez apprendre à faire la politique dans l'opposition. Et on viendra donner la route chez vous à Yingui. Il n'y a pas de route pour aller dans votre village. Votre village est enclavé. On viendra arranger ces problèmes-là pour que vos populations de chez vous soient heureuses. Parce que la politique est au service du peuple. La politique, c'est pas pour ce service. C'est pas de plafonner en disant qu'on est maire, on est député, on est ceci. La politique n'a de sens que si elle sert l'intérêt général. Et sur ce point-là, le RDPC a complètement failli. Et je tiens à vous le dire que, en toute responsabilité, dans une démarche républicaine, nous allons prendre toutes les mesures pour que soit le 12 octobre, vous soyez inscrit dans un passé infamant. Avant de donner la parole à Edouard Kangé, je vais revenir sur un ou deux détails pendant l'audience au Conseil constitutionnel, Maître Moustapha Ngouala. Lorsque le rapporteur général a présenté son
son texte avant le début, je crois, des plaidoiries. Est-ce que vous n'avez pas eu le sentiment, en l'écoutant, qu'il avait déjà orienté la décision du Conseil constitutionnel sur la question, malgré les plaidoiries et malgré le fait de mettre en délibéré? Il faut être honnête pour dire que, généralement, quand on vient au Conseil constitutionnel, le rapporteur prépare. Ça dit que c'est comme une espèce d'un projet de décision. Ça dit une position qui sert de vade-mecum, d'orientation au Conseil constitutionnel. Mais le piège qu'il croyait qu'il nous a tendu, parce qu'il souhaitait que le Conseil se déclare incompétent. C'était le but de la manœuvre. C'est pourquoi, en tant qu'intervenant volontaire pour le compte du Manidem, je suis intervenu pour expliquer au Conseil que non. Vous êtes en train de vous tromper, vous voulez nous amener dans un débat dans lequel M. Yebga souhaite que nous puissions entrer. Nous n'allons pas entrer dans ce débat-là. Ce que nous vous disons, c'est que ce monsieur n'est pas militant de formation politique. Il n'est pas militant de formation. N'étant pas militant de formation politique, nous ne pouvons pas parler des questions d'investiture avec lui. Et ça ne ressortit pas de votre compétence, puisque nous le savons. Donc ne nous amenez pas sur ce terrain-là. Donc en réalité, quoi que la décision qui a été rendue soit une décision mauvaise, elle a pris le contre-pied du rapporteur, parce que le rapporteur nous a tendu un piège. Il croyait qu'on allait s'engouffrer dans le pays en question. Mais nous aussi, nous réfléchissons. C'est pourquoi nous avons d'abord voulu éventrer toute l'architecture frauduleuse qui a été mise sur pied par les autorités administratives camerounaises pour pouvoir frustrer la candidature du professeur Maurice Kamto. Nous avons dit non, nous ne connaissons pas M. Yebga. Et M. Yebga, d'ailleurs, en 2018, a soutenu la candidature du professeur Maurice Kamto. C'est sur les réseaux sociaux. Ça dit qu'il y a des captures qui ont été faites qui démontrent qu'il soutenait effectivement le professeur Maurice Kamto. Aujourd'hui, parce qu'il a été stipendié, parce que on est allé le rechercher alors qu'il a pris sa retraite en Kengli Kok. Il est venu, il a pris la position qu'il a chaîne, et également par haine pour M. Anissé Ekane. Donc il a mis ses émotions au-dessus de l'intérêt général, de l'intérêt de la nation. J'avoue que je n'aimerais perdre son enfant à ce moment précis. Edouard Kamkia, quelles peuvent être les conséquences? Du Val-Fangwa, j'ai eu en face de moi deux spécialistes en la matière tout à l'heure. De quoi? Ouais, mais je ne sais pas de quoi, finalement. Spécialiste de quoi? Je ne sais pas. Vous me laisserez d'abord. Mais je voudrais dire que de manière conceptuelle, la vue publique nous met tellement en situation d'opposition qu'il est important que l'on reste pondéré, que l'on reste modéré, que l'on reste humble pour qu'on arrive à des désaccords acceptables. Monsieur Nanga me dit, moi, le spécialiste de la citoyenneté, je suis descendu dans la rue pour pouvoir dire à un agent de police, de maintien de l'ordre, c'est moi qui te paye, et donc, en fait, du fait que c'est moi qui te paye, je peux te soumettre. Ah non. C'est ça la citoyenneté. C'est ça ce qu'il a dit. Non, j'ai jamais dit ça. C'est moi qui vous paye. Donc si c'est moi qui vous paye. De voir. Oui, mais bien sûr. De la même façon que lorsque tout à l'heure, je vous ai parlé de l'adversité républicaine, il s'agit absolument de l'adversité républicaine. Elle doit être sous le fondement de ce qu'il vient de vous dire tout à l'heure. Après, maintenant, ils veulent bien comprendre ce qu'ils veulent comprendre, parce que là, ils veulent prendre appui là-dedans pour pouvoir continuer à proférer les menaces, de dire qu'en réalité, comme vous avez cité un cas, effectivement, où il y a eu des conflits, mais il y aura toujours des conflits dans la vie publique. Pas un cas, vous avez cité à condition que l'on soit la République chevillée au corps, il y aura toujours un point sur lequel on ne pourra pas s'entendre. Et à ce moment-là, on va avoir des référents républicains qui pourront nous donner la voie à suivre. Là également, spécialiste pour spécialiste, en début des années 80, il y a un monsieur, Patrick Henry, qui tue un jeune enfant et qui le met, il va dans un motel, il le met sur son lit et puis finalement, d'enquête en enquête, on finit par mettre la main dessus. Nous sommes en 1980, dont la peine de mort existe encore en France. Et ce gars-là, effectivement, une fois qu'on a mis la main dessus, il est au tribunal et puis Robert Badinter dit c'est moi qui vais le défendre. Pour tout le monde, on va prononcer la peine de mort. Et Badinter dit je vais te sauver la tête de ce monsieur. Et de plaidoyer en plaidoyer, il finit par avoir une autre condamnation que la peine de mort. Je voudrais dire à Maître Ngwana qu'en réalité, les arguments qui avaient été utilisés par Robert Badinter, qui était un éminent avocat à l'époque, ce n'était pas l'arrestation des articles de loi. Il avait utilisé d'autres instruments. Et c'est pour cette raison-là que je le souhaite qu'il renforce son socle argumentaire pour ne pas apparaître dans le plateau comme je sais pas moi, le spécialiste de quoi que ce soit. Par ailleurs, quand un spécialiste vous dit et qui va au Conseil constitutionnel avec pour argument de ce que
à partir du moment où on a viré l'argent à une institution, c'est pas dire qu'on a reconnu la légalité de quelqu'un. Là, sincèrement, je tombe de nu. Si d'aventure, Maître Ngouane, retenez-le une fois pour toutes, qu'on établit aujourd'hui que c'est Yebga, qui est le président du Manidem, les gens qui auront manipulé toutes les ressources liées à cette organisation-là seront en devoir de les payer. C'est comme ça que ça fonctionne. Après, maintenant... Monsieur Médé comptable, je crois qu'il faut mieux qu'il manipule les chiffres. Expert comptable, c'est un comptable qui manipule les chiffres. Je n'entrerai pas au barreau avec une licence parce qu'en matière de droit, je suis largement au-dessus du droit. Consultez votre argumentaire, à ce moment-là, on pourra avoir une décision raisonnable. Monsieur, parlez des chiffres. Sur des choses que vous prévalez. Le droit, ce n'est pas votre affaire. Je vais continuer en disant qu'en réalité, là, on nous annonce quelque chose de fort nouveau. Notre système électoral à un tour est fait pour créer des conditions de coalition dès l'appel du corps électoral. Donc ce ne sera pas une nouveauté demain qu'on se retrouve en face des gens. Nous nous préparons pour cela. Par ailleurs, donc vous me dites, il y a des manifestants qui ont été arrêtés, mais c'est sous le coup de ce qu'ils font là. Quand on dit effectivement on est libre et qu'on commence cette liberté-là par des menaces, je suis désolé, on peut le condamner l'autorité administrative parce que c'est nous qui le payons. Mais l'autorité administrative qui doit veiller sur la sécurité des hommes et des biens prend des dispositions nécessaires pour qu'il n'y ait pas une transgression de l'ordre public. Dans le cas de ce maintien de l'ordre public, là, effectivement, quand vous commencez par des menaces, on vous le répondra également en prenant des mesures contre vous. Après, maintenant, vous estimez que vous êtes le souverain suprême. Donc là, la notion de souveraineté... que là, le barreau est hors sujet. Oh, mais le barreau peut dire ce qu'il dit. Mais il n'en reste pas moins que chacun dans la société, c'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure de référent, chacun agira en pleine mesure et en toute compétence et en toute connaissance de cause dans le cadre des responsabilités qui sont les leurs. Le barreau est là pourquoi, Dival Fangwa? Il est là pour défendre, y compris pour des causes perdues. J'ai un qui disait effectivement que je défends, Bertie Berger qui disait qu'il défend les gens qui sont en rupture par rapport à la norme et par rapport à la société. Ils seront quand même défendus. Qu'est-ce que vous voulez que le barreau dise en la matière? Il défendra toujours, même si les gens sont en rupture par rapport à la norme et par rapport à la société. Et c'est parce que les auront défendu qu'effectivement, qu'il y a nécessairement un entrave. Je dis tout simplement ceci. Il y a des gens qui ont pour spécialité de veiller à ce que nous puissions vaquer dans la paix optimale à nos activités quotidiennes et prendront des mesures nécessaires. Après, maintenant, si le barreau estime qu'il doit faire une procédure, il fera la procédure. Et c'est là, effectivement, c'est comme ça que la République doit normalement fonctionner. Alors, vous dites que c'est comme ça que la République doit normalement fonctionner. Nous avons sous nos yeux une lettre pastorale de Monseigneur Samuel Cléda qui dit justement que la société ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner. Je vous prends un exemple. Le malaise qui ronge notre pays à l'heure actuelle et qui provoque un mécontentement généralisé dans le cœur des citoyens en cette période préélectorale prend sa source dans des actes anti-évangéliques qui sont institués dans la gestion de notre pays. Nous nous faisons le devoir de les rappeler à la conscience de tous. La mauvaise gouvernance et la corruption, la démocratie dévoyée, la pauvreté généralisée et le chômage, l'immigration clandestine, le délabrement du réseau routier, l'accès difficile à l'eau potable et à l'électricité, la gestion nébuleuse du pétrole, les injustices dans l'exploitation minière, les crises anglophones et sécuritaires à l'extrême nord. Ça ressemble même beaucoup plus au bilan du RDPC. Hein? Oui, mais ça, disons, mettez ça dans le cadre d'une opinion. La question qui a envie de vous retourner, il est en prison, le Monseigneur Cléda. Non, il est bien une opinion. À la fin des choses, à la lumière des choses, on lui a apporté la réponse nécessaire de ce qu'en réalité, ce monde-là, qu'il a tendance à peine. Mais c'est de son droit. Il a le droit de faire des déclarations telles qu'il les veut. De la même façon, effectivement, que j'ai entendu qu'en un tour de main, on va m'apporter l'autoroute dans mon petit village à Yingui. Bon, je serais tout heureux d'avoir cette autoroute. Tout ce que les gens veulent aujourd'hui, c'est d'avoir un certain bien-être. Le RDPC a contribué, continuera à l'améliorer dans les conditions qui sont définies et pour lesquelles, effectivement, nous allons prendre un engagement. Également, là aussi, on va faire une campagne. Ne criez pas cocorico. Là, j'ai entendu qu'on va nous laminer. Oui, ben, très bien. Chaque fois, on nous a laminé.
Dans le cadre de la campagne qui s'annonce pour le 12 octobre 2025, nous sommes en train de nous préparer pour pouvoir dire qu'en réalité. Mais l'autre chose également, quand vous avez des gens qui tout le temps... Ce n'est pas qu'une opinion, hein, il me semble c'est une opinion. C'est une opinion. Attendez, je pose la question. Lorsqu'on prend le document de Monseigneur Samuel Cléda, la lettre pastorale, à la page 7 par exemple, il dit cela, il cite le rapport de l'Institut national de la statistique, suite à l'enquête camerounaise auprès des ménages, le taux de pauvreté au Cameroun en 2024 est estimé à environ 37,7%, ce qui signifie que près de 4 personnes sur 10 vivent... Je finis s'il vous plaît. 4 personnes sur 10 vivent en dessous du seuil de pauvreté, soit 10 millions de Camerounais vivant avec moins de 1000 francs par jour. Plus concrètement, le seuil de pauvreté au Cameroun est établi à 813 francs par jour, soit environ 37,7%. Ce n'est pas que un point de vue statistique. Sur l'immigration clandestine, les facteurs à l'origine de cette situation sont la pauvreté croissance, un taux de chômage général estimé à 74%, il a bien indiqué les sources, sur les délabrements du réseau routier. D'après les statistiques du ministère des Travaux publics, 17,67% des routes sont en mauvais état, contre 11,17% de routes en bon état. Dans cette tranche, aucune des 10 régions du pays n'enregistre 25% des routes en bon état. L'accès difficile à l'eau potable et à l'électricité. C'est la lettre pastorale de Monseigneur Samuel Cléda, page 10. Les statistiques officielles, là, vous allez parler, je vous donne les chiffres, parce que vous allez que c'est une opinion. Voilà. Moi, je crois plutôt que c'est un constat avec des chiffres. Et ces chiffres-là, s'ils sont discutables, vous nous donnerez ce qui est juste. Les statistiques officielles évoquent une couverture estimée à 82% en milieu urbain et 52% en milieu rural. Document stratégie pour la croissance et l'emploi. En ce qui concerne l'électricité, en 2024, le taux de couverture officiel est de 68%, mais en réalité, les écarts sont énormes entre les milieux urbains et ruraux. Et selon les résultats de la 5e enquête camerounaise sur les ménages, publiée le 26 avril 2024 par l'Institut national de la statistique, il existe une disparité